bonsoir et bienvenue dans 85 Chrono, l'édition du jeudi avec, comme chaque jeudi à mes côtés, pour vous présenter notamment les rendez-vous du week-end, Alexandre Benaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. On a également autour de cette table notre expert prépa mental Benoît Pinault. Bonsoir Benoît. Bonsoir. On parlera des maillots ce soir, de l'importance des maillots dans le sport. Et puis notre expert cyclisme Simon Filippo est également avec nous. Bonsoir Simon. Bonsoir Aurélien. Et nos invités, alors notre invité pour l'instant, puisqu'on en attend un deuxième, concerne le cyclisme également. On reçoit le coureur Nolan Martino. Bonsoir Nolan. Bonsoir. Membre du Team Gevel Arctic Création, donc équipe de cyclocross, dont le manager, donc Rudy Gevel, est attendu. Il a un petit peu de retard, mais il devrait être avec nous dans quelques instants, donc pour parler de cette saison de cyclocross. On va notamment revenir, Simon, sur les championnats de France qui ont lieu récemment. Mais avant de parler vélo, on va parler basket, Alexandre, puisque en ce moment même se joue le 8e de finale retour de l'Eurocup et les Lyonnaises du RBC sont en Lettonie. C'est ça, en Lettonie pour ce match retour. À l'aller, vous le savez, c'était mercredi soir dernier au Zoudéry. La Roche s'était inclinée 70-87. Place au match retour, donc désormais, c'est la mi-temps. En tout cas en Lettonie, 37-35 pour La Roche qui mène donc de +2. Encore 15 points au moins à refaire pour espérer décrocher une prolongation. Il en faudrait un peu plus évidemment pour se qualifier directement. Le 5 majeur, 5 de départ surtout, de La Roche, Joy Adams, Tiffany Clark, Vastiana, Gomis, Anna Suarez et Assitan Koné. Assitan Koné d'ailleurs meilleure marqueuse avec 10 points sur cette première période. Et on fera un point tout à l'heure en fin d'émission donc sur ce match de basket d'Eurocup Women entre Riga et La Roche Vendée Basket. Cyclisme, donc avant de parler de cyclocross avec notre invité Simon, un mot sur le futur vélodrome. Oui, effectivement, c'est un projet qui était dans les cartons depuis très longtemps, même depuis plus de 10 ans, si on fait vraiment l'historique, d'avoir un vrai vélodrome couvert en Vendée. On sait que le département travaille dessus depuis très longtemps. Ça y est, c'est officiel, ça a été annoncé la semaine dernière par Alain Leboeuf lors de ses vœux. Il y aura un vélodrome couvert, ce sera aux Essarts en Bocage, forcément là où est situé le siège du Team Total Energy et de Vendée U. On n'a pas encore tous les contours du projet sur la taille, sur l'équipement. On sait que ce sera dans une cité du vélo qui sera dédié pas que à la partie sportive, il y aura aussi la partie vélo de tous les jours, vélo loisirs, etc. Donc on devrait avoir les contours dans les semaines à venir, mais en tout cas ça y est, c'est officiel et c'est enfin annoncé, il y aura un vélodrome en Vendée. Très bien. Alors, on va faire connaissance avec notre invité, Nolan Martino. Je vais vous laisser un peu vous présenter un petit peu votre jeune carrière, parce que vous êtes jeune encore. Jeune carrière. Moi, c'est Nolan Martino, donc j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans cette année. Et donc, je pratique le cyclisme depuis l'âge de 6 ans. Donc, j'ai commencé avec du BMX, puis ensuite, j'ai enchaîné avec du cyclocross et du VTT. Et donc, maintenant, du cyclocross et de la route. Alors Nolan, c'est ta première saison, si je ne me trompe pas, dans le Team Gevel Arctic Création. C'était une découverte pour toi d'intégrer une équipe comme celle-ci, 100% cyclocross. C'est ça, ouais, spécialisé dans le cyclocross. Donc ça va faire déjà 3 ans que cette équipe a été créée. Et donc là, c'était la première année où je rentrais dans l'équipe. Et donc ça a été une super expérience en tout cas. Ils nous mettent dans vraiment des bonnes conditions et ça aide en tout cas au résultat, on va dire. Alors qu'est-ce qui t'a fait venir au cyclocross? Quand tu l'as dit, ton parcours, il y a eu le BMX d'abord et le VTT. Ouais. Pourquoi du coup d'un seul coup te dire tiens, je vais me concentrer sur le cyclocross? Alors pas uniquement, on va en reparler après parce qu'il y aura d'autres choses dans la saison 2024, mais qu'est-ce qui t'a donné ce goût du cyclocross? Alors j'ai découvert le cyclocross par mon père, parce que quand il était jeune, donc lui aussi faisait du cyclocross, et donc il m'a fait essayer, donc j'ai fait mes premières saisons, on va dire juste comme ça, et c'était en KD2, j'ai fait ma première saison avec des résultats, avec mes premières sélections, donc ça m'a donné goût, puis j'ai toujours voulu continuer et puis m'améliorer. Alors une belle saison, on peut le dire cette année, il y a eu pas mal de victoires, Moutier-les-Maufaits, Gréneville, Saint-Clus-sur-Loire, j'en oublie certainement au passage, pas mal de podiums aussi, dont une deuxième place sur le championnat régional. C'est ça. Sportivement, on peut dire que c'est plutôt réussi. Oui, une saison satisfaisante. Si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais signé directement. Et juste on va dire la fin de saison un peu plus compliquée à cause on va dire du Covid. J'ai attrapé le Covid et ensuite la grippe 2 semaines après. Donc ça a été un peu compliqué. Et parce que tu avais un objectif, c'était la coupe régionale, tu étais en tête du classement général, la dernière manche était début janvier à Durtal, puis malheureusement tu l'as dit, tombé malade, tu n'as pas pu disputer la dernière manche. C'est ça, la semaine, c'était le mercredi, je tombe malade, puis jeudi, vendredi, impossible de faire du vélo,
Puis le samedi, j'ai essayé de me reposer le plus possible pour, on va dire, essayer de récupérer pour les championnats de France la semaine d'après, mais ça n'a pas suffi. Alors Simon, c'est peut-être l'occasion aussi de représenter un peu ce team Guevel Arctic Création, comme vous disiez tout à l'heure, une équipe uniquement dédiée au cyclocross. Oui, uniquement dédié au cyclocross, dans lequel on retrouve donc Nolan en espoir, Tristan Verrier aussi qui est en espoir. On a en élite Valentin Dio et Arnold Johnson qui sont un peu les deux capitaines, un peu les deux papas, on va dire, de l'équipe. Et puis chez les filles, Manon Briand et Loane Ménager, j'ai oublié personne normalement. Non, on est 6 coureurs. Ça fait, c'est assez récent en fait d'avoir des équipes dédiées au cyclocross. Ça fait peut-être 5-6 ans qu'on commence à voir des teams comme ça apparaître qui sont uniquement cyclocross et pas du tout sur la route. Ouais, c'est ça. On a eu par exemple Team Legendre ou alors Team Podiocom qui ont mis vraiment un goût sur le cyclocross. Donc là, on a Rudy justement avec son team aussi qui se focalise sur le cyclocross. Donc c'est quelque chose de bien, au moins ça pousse la discipline vers le haut et puis ça permet de professionnaliser encore plus les coureurs. Alors tu parlais des championnats de France, justement un petit mot, parce que tu y étais, c'était à Camors le week-end dernier. Il faisait bien froid, je crois, sur le circuit. Pas forcément les championnats les plus faciles qui soient. Non, c'est ça, il faisait vraiment froid, un circuit qui était complètement sec, donc vraiment, puis pas très technique, on va dire, vraiment beaucoup de puissance. Mais c'était un très beau circuit quand même, et puis un beau championnat de France. Alors un mot peut-être sur la discipline, parce que c'est vrai que si les gens ne connaissent pas le cyclocross, on est sur un circuit en terre, avec des obstacles, il y a des marches, il y a du sable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Ça se passe en fait un peu entre le VTT et la route. Je dirais que c'est du VTT avec un vélo de route, et forcément avec des crampons sur les roues. Et donc le but c'est on part tous ensemble, puis d'arriver premier en un certain nombre de tours. Alors, on va continuer à parler cyclocross dans le reste de l'émission, en espérant que Rudy Guevel, le manager, nous rejoigne. J'espère qu'il ne lui est pas arrivé de soucis sur la route, donc pour qu'il puisse nous parler de son équipe dont il est manager. Mais on va parler Jeux Olympiques, Flamme Olympique plus précisément maintenant, puisque 6 porteurs de la Flamme Olympique en Vendée ont été annoncés. La Flamme qui sera présente dans le département le 4 juin prochain. Et parmi la centaine de personnes qui participeront au relais, on va retrouver Bernard Martineau, l'ancien président du Tour de Vendée, David Bossard, bénévole à la SNSM et rescapé du naufrage de 2019, la spécialiste du VTT trial Emma Louineau, l'ancienne basketteuse internationale Françoise Amiot, le manager du team Total Energy Jean-René Bernaudot, le vélo qui est quand même bien représenté dans ces porteurs de flammes, Simon, et puis il y aura également Michel Allemand, l'ancien président du Mondial Football de Montaigu. À noter que la ville des Sables a également annoncé 4 noms: Marie Bouclinville, éducatrice sportive spécialisée, Luc Bourron, le président de l'Office du sport, Laurent Foreau, journaliste local, et Hélène Westmoen, championne de planche à voile. Et on connaît aussi 3 porteurs de la flamme paralympique à La Roche-sur-Yon. Ce sera le 25 août. Il y aura Fabrice Dubois, pilote de handicart, Flavie Kevo, joueuse de tennis de table adaptée, et Ludovic Pontoro, bénévole pour de nombreuses associations et manifestations sportives. Et il y aura bien sûr d'autres noms à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. On va enchaîner avec la première partie de l'agenda, Alexandre. Et on commence justement cet agenda avec du football. Place ce week-end à la 14e journée de National 2. En ouverture, vendredi soir, le leader Erbre-Bretet accueille Blois au stade Massabielle. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Et puis le lendemain, samedi, la Roche VF, actuelle 3e, recevra la réserve du SCO d'Angers. Rencontre à suivre à 18h au stade Henri Desgranges. En National 3, là aussi, place à la 14e journée, samedi soir 18h. Un seul match programmé en Vendée et 7 un derby. L'actuel 7e, le Vendée Fontenay Foot, accueille la lanterne rouge de ce groupe, l'équipe des Sables FCOC. 3 rendez-vous seront à suivre à l'extérieur. En Loire-Atlantique, la Châtaigneraie ira à Vertou, Challenge jouera à Saint-Nazaire, et puis enfin le Vendée pour foot sera lui opposé à Sablé-sur-Sarthe. On reste avec du ballon rond, mais cette fois en footnet. Le tennis ballon olonnais se déplace à Nantes pour ce qui est la grosse affiche de ce championnat de D1 entre les 2 favoris au titre final. Match sec entre le Nantes Laetitia tennis ballon et les Vendéens à suivre samedi à 16h45. Un mot de futsal également. Pensionnaire de Régional 2, le FC2 Sud Vendée a rendez-vous avec la Coupe nationale ce week-end. Pour ces 32e de finale, les Vendéens accueillent le TA Rennes, équipe de D2, soit 2 divisions d'écart entre les deux formations. Coup d'envoi du match à 18h30 samedi à Saint-Jean-de-Beugnier. En basket, place demain, vendredi, à la 20e journée du championnat de National 1 masculine. Duel de bas de tableau à la salle Beau Séjour entre les Sablais et le CEP Lorient.
le Vendée Chaland Basket sera pour sa part en déplacement à Poissy. Là aussi, la rencontre vaudra cher puisque les deux formations sont à égalité de points. Et puis en rugby, premier match de 2024 à domicile pour le FC Lyonnais pour le compte de la 13e journée de Fédéral 2. Les Lyonnais, 10e, accueillent Trignac, 12e et dernier concurrent direct donc en vue du maintien. Lancement de la rencontre à 15h15 ce dimanche au stade Henri Desgranges. À noter aussi qu'en Fédéral 3, un cran plus bas, le leader du RC Sablé se rendra à Choret, même jour, même heure. Et donc match très important pour le FCY rugby face à Trignac dimanche. Les Lyonnais qui ont décroché une victoire le week-end dernier du côté de Poitiers. Et bien justement, vous êtes allé à la rencontre de l'entraîneur du FCY, Alexandre. C'est l'occasion donc de voir l'entretien. Entretien donc avec le coach du FCY. C'est ça, nous avons posé nos valises au stade Henri Desgranges, une première partie de saison délicate, mais le FCY compte bien capitaliser aussi sur les bonnes dernières prestations du week-end dernier, et puis aussi en décembre pour se sauver en Fédéral 2. On aborde tout cela et la suite de la saison avec Jérémy Luçon. Un extrait de cet entretien, c'est tout de suite. Bonjour Jérémy Luçon. Bonjour. Nous nous retrouvons ici au stade Henri Desgranges, le stade évidemment où évolue le FC Lyonnais Rugby, FC Lyonnais dont vous êtes l'entraîneur Jérémy. Nous en sommes actuellement à la mi-saison du championnat de Fédéral 2, un tout petit peu plus même puisqu'on a disputé 12 matchs sur les 22 programmés. Vous êtes actuellement 10e sur 12, juste au-dessus de la zone de relégation. Quel premier bilan vous tirez Jérémy de ces matchs ? On a bien un premier bilan un peu forcément mitigé, mais on savait que ça allait être forcément compliqué cette année. On n'était pas programmé pour monter tout de suite. On avait plusieurs échelons. Sur 2 ans, on voulait valider la montée. On est monté le plus rapidement que possible. Et au final, on voit bien que c'était compliqué. On n'était pas structuré sur différents axes. Les joueurs n'étaient peut-être pas non plus prêts au niveau qui nous attendait. Et donc il a fallu 2-3 mois d'apprentissage, d'expérience. On a un groupe jeune pour appréhender un peu toutes ces rencontres qui forcément élèvent le niveau des joueurs. On s'est retrouvé un peu sur le mois de décembre, c'est-à-dire avec des matchs beaucoup plus accomplis. Donc on savait qu'on arrivait sur le mois de janvier, sur cette deuxième partie, avec plus de certitude, un peu plus d'expérience par rapport à ce qui a pu être fait sur la première partie de saison. Et donc à rebasculer sur une nouvelle saison, on va dire, un peu pour nous, pour engranger un maximum de points cette fois, garder le contenu, garder l'état d'esprit et maintenant, on le dit assez souvent, se payer un peu pour pouvoir exister aujourd'hui, quoi. Alors en tout cas, le bilan, il est là, 3 victoires, un match nul, 8 défaites. Est-ce que, Jérémy, c'était le bilan comptable auquel vous vous attendiez avant de commencer cette saison ? On ne savait pas trop ce que ça allait donner, on ne savait pas si on allait exister dès le départ. Moi, personnellement, j'avais aucune projection, j'arrivais pas à me fier un peu au niveau. Je suis comme l'équipe en soi, je suis plutôt un jeune entraîneur avec une jeune équipe. En soi, on se rend compte qu'on a notre place. Donc voilà, est-ce que c'est trop tard ? Je ne pense pas, parce qu'il nous reste encore tous les matchs retour à jouer. Mais voilà, maintenant on peut savoir un peu, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire sur cette deuxième partie de saison. Alors justement, avec l'expérience acquise sur ces premiers matchs, sur quels aspects du jeu vous tirez du positif de votre groupe ? Cette capacité à se lâcher un peu plus, cette capacité, je pense qu'on avait toujours se dire, voilà, on est monté d'un niveau. Moi, j'ai peu de joueurs qui ont joué à un niveau au-dessus. Donc se dire, en fait, qu'est-ce que je fous là, entre guillemets ? Est-ce que je vais avoir le niveau ? Et en fait, beaucoup trop de questions à se poser, beaucoup trop de réactions plutôt que d'anticipation. Je pense que c'était ça, on était un peu trop timorés sur les premières rencontres, un peu la peur de l'adversaire, la peur du niveau, et qui nous fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on se libère plus. Et si on se libère, vu la qualité de nos joueurs et l'état d'esprit du groupe, j'ai bon espoir que ça fonctionne. Notre plus gros axe d'amélioration, ou point d'effort, si je puis dire, c'est notre discipline. On fait beaucoup de fautes. C'est là, nous, notre marge. C'est-à-dire que je peux rien reprocher à nos joueurs aujourd'hui parce qu'ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire et ils sont juste en plein apprentissage, comme le staff, comme le club. Et voilà, on est à des moments au taquet sur ce qu'on peut faire et c'est là la différence aujourd'hui entre des équipes qui ont des joueurs qui ont évolué à très très bon niveau, quoi. Puis on le sait aussi, le FC Lyonnais, bien sûr, est promu cette année de Fédéral 3 vers la Fédéral 2. Vous l'avez senti dès les premiers matchs, cette différence, ou pas tout de suite ? Non, pas du tout, parce que le premier match, on rencontre Poitiers, qui était un club déjà de Fédéral 2. Mais 30 partout, c'est ça, ouais, c'est match. ça, 30 partout. Et au final, on se dit,
On n'est pas loin du tout. Malheureusement, on a une discipline qui est incroyable. On va jouer à Trignac le match qui suit et c'est un promu aussi. On gagne là-bas, donc on se dit bah oui, on peut exister. En fait, où ça a fait mal, c'est le match à domicile contre Surgères où au final notre équipe est totalement timorée. On joue pas, on fait rien et on perd avec bonus et l'équipe prend bonus offensif ici. Donc là, on se dit waouh, où est-ce qu'on va? Et là, ça a posé beaucoup de questions au groupe. C'est là, je pense, que ce match-là a été dur à encaisser pour le groupe et il a fallu rebondir et trouver les leviers. Ça a été une période assez compliqué à gérer, je dirais, aujourd'hui. On a parlé de Poitiers, en tout cas le week-end dernier, vous êtes allé gagner sur le terrain du Stade Poitvin, 21-18, une victoire importante dans l'objectif du maintien. L'autre grosse échéance, c'est dès ce dimanche, puisque vous allez recevoir Trignac à Desgranges. Dans quel état d'esprit, Jérémy, vous abordez cette rencontre? C'est un état d'esprit un peu mitigé, parce que je pense que c'est... on est assez sûr de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, vu par le fait du mois de décembre, là, où ça a été plutôt accompli, je dirais, en termes de contenu. On s'est payé là contre Poitiers ce week-end, donc c'est encore une fois de la sérénité. Après, c'est une équipe qu'on connaît très très bien. C'est une équipe qui a des grosses valeurs sur l'engagement, sur l'intensité. Donc on s'attend à un match très très rude, très dur. Un petit peu, c'est clairement, ça. Clairement. C'est vrai que si on gagne ce match-là, ça nous met un petit peu en avance et ça nous permet aussi d'avoir un circuit plutôt positif et d'entamer les autres matchs, on va dire, un peu plus serein et dans une autre dimension mentale. L'objectif affiché, c'est évidemment le maintien cette saison. Diriez-vous que le maintien va jouer entre Poitiers, Trignac et le FC Lyonnais? Oui, clairement, les autres équipes sont un peu trop loin, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment entre nous trois là que ça va se jouer. C'est pour ça que les deux matchs sont importants. Et après, il va falloir gagner des points à droite, à gauche pour emmagasiner un maximum de points d'avance s'il y a. En tout cas, rendez-vous à 15h15 dimanche pour cette rencontre face à Trignac en Fédéral 2. Merci Jérémy. Merci. Un entretien qui est à retrouver dès à présent en intégralité sur tevand.fr. Et la bonne nouvelle pendant cet entretien, c'est que Rudy Guevel nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, désolé du retard. Pas de problème, manager du team Guevel Arctic Création. Donc Nolan a fait le travail sur la première partie des l'émission. Et donc on va pouvoir parler avec vous et avec Simon, donc notre expert cycliste de cette saison de cyclocross. Oui, et puis un retour peut-être sur ces dernières saisons, parce que l'équipe est assez jeune finalement, ça fait 3 saisons, 3 saisons maintenant que le team Guevel a été créé. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur la jeunesse du projet. Pourquoi avoir eu envie de créer ce team dédié au cyclocross? Alors je sais que dans la famille Guevel, le vélo c'est une histoire familiale, ouais. Avec le papa notamment, mais est-ce qu'il y avait une raison particulière qui vous a poussé du coup à lancer le team Guevel? Complètement, en fait. L'idée, c'est qu'à la base, moi, j'étais courant à pied. Après, j'ai fait du football à assez bon niveau. Et puis, en étant en échec scolaire, pour faire plaisir à mon père, je me suis mis au vélo. Et j'ai commencé par la discipline du cyclocross. Et le patrimoine sportif de mon père, vous le connaissez. Et en fait, moi... On peut le rappeler, entraîneur, ancien membre de l'équipe Europcar de Jean-René Tardot, notamment. Papa était prof de sport collège-lycée, après pour faire la fac, et également, je vous rejoins, donc il était chez Bouygues, Europcar, donc voilà. Où il a lancé un certain Arnold Johnson d'ailleurs, un peu. Enfin, il a suivi de près. Il y a eu Charteau, il y a eu la Carnasse, comme on dit, il y a tout le vivant d'ailleurs. Parce que, étant du 44, moi, j'étais de Machecoul. Donc on a notre cœur du 44 est plus dans le 85 que le 44. Voilà. Et concrètement, les entraîneurs, à défaut du sport comme collectif, comme le football, le hand, etc., les entraîneurs, c'est un peu les hommes de l'ombre, quoi. Et j'ai voulu rendre à mon papa ce qu'il a donné au vélo, et je voulais rendre au vélo ce que mon père a donné au cyclisme, quoi. Donc, par rapport à Valentin Guillot, qui a un vivier vendéen, etc. Oui. Il m'avait fait l'appel du pied. Valentin Guillot était à Laval. Moi, j'avais pas vocation, en tant que chef d'entreprise, à sponsoriser un gamin de Laval. Et puis finalement, avec Arnold Jenson, avec mon père, avec Valentin, finalement, j'ai jeté mon dévolu. Et puis, j'étais pas manager, j'ai jeté mon dévolu sur en fait du partenariat financier avec Laval. Bon. Ça, on a fait notre cursus pendant 1 an et finalement j'ai ramené la structure l'année dernière
approfondi avec Arnold Jenson, avec Valentin, et on a monté une vraie structure amateur de haut niveau, avec quand même une structure vendéenne qui nous épopent, quoi. Oui, c'était quand même pas mal de Vendéens dans l'équipe. Exactement. Une grosse structure dans le 85. Sportivement, la saison, on en parlait un peu avec Nolan juste avant, elle est plutôt réussie. Quelques objectifs peut-être qui n'ont pas été forcément au rendez-vous, peut-être une petite déception sur les France. Très clairement, on est très déçus parce qu'en fait, quand on fait une comparaison par rapport à la première année et la deuxième année, l'année dernière, on avait quoi ? On avait 4 podiums en Coupe de France, on avait 4 courses UCI, dont Valentin devant Tim Bernier, qui était champion de Belgique, avec Mathieu Van Der Poel. Aujourd'hui, on avait des gamins qui étaient gamers, quoi. Et donc Valentin qui a une fracture de la clavicule, Arnold qui a mis du temps à s'entraîner pour remettre dans le game, notre ami Nolan qui malheureusement a eu un Covid là où il devait performer pour le championnat de France. Donc oui, effectivement, on avait des collaborateurs, des athlètes de niveau, mais les résultats en comparaison aux années précédentes sont pas au rendez-vous, quoi. Donc je suis un peu déçu. On parlait de Valentin Dio, effectivement, qui s'est blessé, c'était à Albi, je crois. Albi, ouais. Avec touché la clavicule et à la cheville, qui n'a pas repris du coup le reste de la saison. Triple fracture de la clavicule, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et puis aussi, quand même, quelques petites réussites. Je pense à Tristan Verrier qui est dans l'équipe, qui découvre les Coupes du Monde, qui a été sélectionné en équipe de France. Ça aussi, c'est quand même un petit point positif. Exactement, c'est Tristan qui était ton coéquipier de cœur. Pareil, Tristan qui est une valeur nationale, voire internationale, parce qu'elle a été qualifiée à l'équipe de France, qui doit faire 26 ou 28. 26, voilà. Ouais. Et là, il est passé à côté sur son championnat de France. Bon, c'est comme ça. En fait, on a ce qu'il faut au niveau du team, mais là, cette année, c'était un peu compliqué, quoi, au niveau des résultats. Et puis quand même chez les filles, un beau maillot quand même qui a été ramené, c'est celui de championne de Bretagne avec Manon Briand. C'est quand même un maillot qui est pas anodin quand on parle de cyclisme et de cyclocross. Il y a le maillot de bleu, blanc, rouge, et puis t'as le deuxième maillot, qui est championne de Bretagne avec Manon Briand. Donc qui a performé en élite femme, je sais pas, de Bretagne. Ouais. Alors on parlait de d'Arnold Jenson. Arnold, c'est un petit peu le capitaine, un peu celui qui a le plus d'expérience de par son passé professionnel en cyclocross. Je pense que Nolan, c'est un peu le papa, c'est un peu celui qu'on écoute quand on est à un début de cyclocross, il donne un peu ses conseils, ses consignes. Comment ça se fait avec Valentin ? Totalement, c'est celui déjà sur la reconnaissance qui nous guide. Donc on fait toujours au moins 2 tours avec lui, histoire de revoir les trajectoires, nous dire où attaquer, etc. Et puis même en dehors des compétitions, on peut toujours l'appeler, il nous donnera toujours des conseils, par exemple sur l'alimentation, sur les entraînements, si on veut. Mais oui, il est toujours là, Arnold. Alors on va maintenant parler d'un sujet qui va peut-être vous intéresser, les maillots dans le sport. C'est le sujet de notre expert prépa mentale. Oui, parce que c'est important les maillots dans le sport. Benoît, il va peut-être commencer par voir un peu ce qui a marqué l'actu sportive cette semaine. C'est la présentation des tenues olympiques de l'équipe de France. Et oui, on a d'ailleurs normalement l'image. Et donc l'équipe de France olympique a dévoilé ses tenues. Donc ils seront arborés par nos athlètes olympiques. Et justement, on va se poser la question de savoir si les maillots ont un rôle dans la gestion de la performance. Alors je vais vous montrer une deuxième image et puis vous allez jouer. On va finalement démarrer le test d'Alexandre un peu plus tôt. Parmi ces 2 lutteurs que l'on va voir à l'écran, selon vous, lequel des 2 a le plus de chances de gagner ? Le rouge ou le bleu ? Et on vous remercie pour la sélection de la photo. Merci Google Images. Alors selon vous, le rouge, le bleu ? Moi je dirais le bleu, parce que j'aime bien le bleu. Ok. Statistiquement, le rouge a le plus de chances de gagner. Il y aurait un effet testostérone d'activation par rapport au rouge. Alors cette étude a été aussi remise en cause plus récemment par le judo. Où en judo, en fait, ce serait plutôt celui qui est désigné en premier pour choisir sa couleur de kimono qui aurait plus de chances de gagner. Alors, peu importe la couleur au judo, ça n'exempte pas potentiellement de se retrouver avec certaines blessures, comme on a pu le voir il y a quelques temps sur cette vidéo, sur ce combat un peu particulier. Attention aux images. Ça peut choquer. Ah, ça pique un peu, je suis désolé. Mais le maillot, voilà, dans le sport, il a plusieurs intérêts. Le premier, faut pas se le cacher, c'est aussi pour les sponsors. Ça permet de montrer une certaine image et de s'approprier les valeurs de ce sport.
Le deuxième, c'est pour les équipementiers. Il ne faut pas non plus se leurrer le fait qu'il faut rentrer dans l'inconscient collectif qu'en portant la même tenue que les champions, on va potentiellement avoir les mêmes résultats. Ce qui est dommage, c'est que de temps en temps, on se retrouve sur des départs de course avec assez peu de variété de maillots, comme on a pu le voir sur ce meeting de 5000 mètres, où tous les athlètes, quasiment, ont le même maillot. Ils ne sont pas la même équipe. Ils ne sont pas de la même équipe, pas du même pays, mais effectivement, ils ont tous le même sponsor. Donc à la fin, effectivement, qui gagne celui qui a le même maillot. Donc on a cette différence-là. Alors le message, il est aussi donc pour ceux qui portent le maillot, mais aussi pour les adversaires. Est-ce que ça symbolise quelque chose, des ambitions ? Ah, c'est là où c'est intéressant. On va regarder justement sur les maillots. On pourra en parler tout à l'heure ensemble avec le maillot du Team Gevel. Et on va prendre l'exemple de la présentation du maillot de l'équipe Jumbo-Visma, qui arbore ce nouveau maillot pour la saison 2024, qui fait penser la couleur à un certain maillot jaune et qui est pas loin en fait des ambitions portées pour 2024. Là, le message, il est très très clair. Ils veulent gagner le circuit des plages vendéennes. Voilà. Ou s'ils ne peuvent pas, s'ils n'y arrivent pas, ce sera peut-être le Tour de France. En tout cas, voilà, on ne laissera que les miettes aux autres équipes. Et le maillot à poids ? Le maillot à poids, l'année dernière, vous voyez, c'était un peu la même chose avec le team Trek Segafredo. En fait, se retrouvait avec ce maillot-là avant. Et qui a obtenu le maillot à poids à la fin, tout simplement, c'est l'Italien Ciccone. Donc avec un maillot finalement qui était très, très, très proche. Et on a déjà finalement l'ambition qui est portée par le maillot. Est-ce qu'on a la même chose pour le maillot vert ? Alors, c'est un peu plus subtil, parce qu'au départ, le maillot de l'équipe en question, l'équipe Alpecin, est plutôt bleu, mais effectivement, de loin, ils s'en approchent pas mal, en fait. Donc, les maillots sont assez vecteurs de symboles dans le vélo, j'ai remarqué, ces derniers temps. Ensuite, on parle de Total Energy. Total Energy, par exemple, je me suis posé la question. Alors, il peut y avoir pas mal d'interprétations. On se dit qu'il y a beaucoup de blanc sur le maillot. Alors, est-ce que c'est une équipe qui est portée vers la découverte et la mise en avant de jeunes talents ? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. En basket aussi, vous êtes intéressé au maillot des Tigresses. Ah oui, qui jouent en ce moment d'ailleurs, sont toujours là. Et leur maillot symbolise les Tigresses et ça dénote tout de suite une attitude attendue. Quand on a justement des joueuses, on attend d'elles qu'elles aient une certaine attitude et de se battre comme des Tigresses sur le ballon. Donc c'est un peu ce qui se passe ici et ce qu'on voudrait voir symboliser tout au long de la saison à venir, qui va être un peu difficile avec les pénalités qu'elles vont avoir. Et la tenue a également un autre atout. Oui, alors elle permet effectivement d'incarner son personnage. Et quand on l'enfile sa tenue, on rentre dans une focalisation mentale totalement différente. Là, on est dans une préparation de l'action. On rentre dans une bulle. C'est une histoire de protection. Alors cette bulle, elle peut être minimaliste, comme on l'a sur un nageur. Un bon choix de photo. Ou elle peut être totalement maximaliste. Alors la prochaine. Alors non, là c'est la photo d'Aurélien du week-end. Je préférais qu'on prenne les vraies photos. C'est la petite surprise, ça. Merci. Merci Aurélien de ne pas polluer la régie, s'il vous plaît, avec Baba. vos photos de vacances. Voilà, une protection maximaliste où là effectivement on a la tenue du skieur intégral. Donc c'est vraiment là rentrer dans une focalisation spécifique, celui de la préparation à l'action. Donc ça permet aussi de passer de la vie de sportif à une vie aussi plus normale quand on en ressort. Ça permet de préserver un certain équilibre de vie et c'est aussi utile d'en rentrer que d'en sortir. Alors petit quiz justement, cette sportive, vous êtes spécialiste du vélo, mais est-ce que vous la reconnaissez ? Pour les différents prévus. Voilà, mais pour le commun des mortels, c'est pas toujours évident puisqu'on a plutôt l'habitude de la voir comme ceci. Avec son équipement, avec son casque, son maillot et ses lunettes, et effectivement on la voit quasiment jamais en tenue de civil. Et pourtant elle a autant de titres que Teddy Riner, Mbappé, etc. Mais elle est beaucoup moins connue dans cette situation. Donc c'est important aussi en situation professionnelle pour maintenir un équilibre de vie. Je parle pas uniquement des sportifs, je parle des gens dans un quotidien de travail. Quand on l'enlève, on retourne à sa vie perso. Alors pour les autres, et notamment ceux qui vont faire du télétravail, c'est aussi intéressant d'adopter une tenue spécifique quand on va travailler, pour justement rentrer dans cet effet maillot, d'être dans cette préparation de l'action. Ça peut même être, pas forcément une tenue, mais un accessoire, une bague, des lunettes, comme Clark Kent par exemple, finalement, que personne ne reconnaît, sauf quand il se change. Et voilà, on a une belle illustration de Clark Kent. Décidément, Aurélien, vous êtes présent un peu partout. Voilà. Vous avez caché des choses. Merci, j'en ai compris.
bon argent. Mais il est Mais prêt pour son marathon finalement. Je préfère celle-là à celle d'avant. En même temps. Et justement, en parlant de maillot, on va peut-être revoir des images des coureurs et des coureuses du team Gevel, avec notamment cette tête de mort. Comment ce maillot a été choisi? Alors la couleur aussi, la couleur noire, comment ça a été décidé tout ça? Très égoïstement, c'est que avec mon papa Pierre Gevel, on a toujours œuvré dans le milieu associatif, donc l'OMIE 101, et donc on était très dans le bénévolat. Moi étant chef d'entreprise, 10 ans après, moi j'étais national élite en vélo, et 10 ans après, je me suis dit tiens, je vais me mettre au sport. Bon. Et puis, étant chef d'entreprise, je me suis dit, tiens, je vais créer mon propre club. Et je voulais un peu casser les codes. Et casser les codes, c'était... heureusement que nous, aujourd'hui, on a les mécènes et les partenariats, c'est ce qui permet aujourd'hui d'œuvrer dans l'activité. Mais je me suis dit, bon, allez, on se fait un petit côté rock and roll. Et moi, je suis fan de rock. Hellfest à Nantes, qui est limitrophe de Vendée. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire mes vélos, et j'ai fait des vélos sur mesure avec la tête de mort. D'accord. À cela, j'avais un ami qui s'appelait Stéphane Couget, qui avait été champion de France Espoir, qui était semi-pro à G2R. Je me suis dit, tiens, fais-moi des tenues avec tête de mort. Voilà. C'était histoire de casser les codes. Donc, aucun sponsor, juste tête de mort. D'accord. Et en fait, quand j'ai créé la première association, c'est parti du triathlon de la Baule. J'avais une agence immobilière qui s'appelait la Villa Conclos RG Immobilier. Et en fait, on prenait pour une pizzeria. Donc, je me dis, merde, c'est con. Donc, à défaut de mettre mon logo, j'ai fait une tête de mort qui a impacté, si vous voulez, dans le monde du triathlon. Et ensuite, de ce fait, quand on a voulu créer avec papa et puis Arnaud Jetson cette team semi-pro en vélo, je n'ai pas de problème. Et on fait un team, mais avec le blason tête de mort. Il fallait que ça reste. Le côté un peu Led Zeppelin, ACDC. D'ailleurs, je me suis marié à Thunder, ACDC, rentré un truc un peu rock'n'roll. Okay. Et ce qui est marrant, c'est qu'on casse les codes, mais je pense qu'aujourd'hui, l'activité du cyclisme est c'est une activité un peu vieillissante, si vous voulez. Mais il faut un peu casser les codes. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en l'occurrence, comme Nolan, c'est des gamins qui viennent du VTT, soit du trial ou du bicross. Et en fait, la connotation tête de mort, ça casse un peu les codes. Vous voyez ? Et il y a eu un effet un peu rock'n'roll. Et effectivement, ça a percuté dans le monde du cyclisme. Alors là, en l'occurrence, c'est le cyclocross. Je ne suis pas sur la route. Ouais. Et les gamins, quand ils arrivent, ils demandent des autographes, ils demandent des commandes sur les maillots parce qu'il y a la tête de mort, parce que ça casse un peu les codes. Ça n'a pas été fait exprès, très clairement. Mais le symbole, il est très intéressant, justement. Parce que pour un adversaire qui se retrouve derrière vous, à vous rattraper en voyant une tête de mort, le message, c'est attends, voilà, si tu me rattrapes, voilà ce qui t'attend, quoi. Alors, ça n'a pas été fait exprès, mais. Non, mais le symbole est là. On va poursuivre avec les autres rendez-vous du week-end, Alexandre. Et ça va partir avec du tennis de table. Tout d'abord, reprise du championnat pour l'US Laferrière qui affrontera Niort. Ce sera à suivre à partir de 17h au complexe sportif de Laferrière. Du rink hockey également avec le 8e de finale. Retour de la WS Cup, la Vendéenne reçoit les Italiens de Val d'Agno, défaite 4-3 au match aller. Il faudra donc s'imposer par au moins un but d'écart pour aller en quart de finale. En hockey sur glace, toujours à La Roche-Chalais, samedi soir, 14e journée de D2. Le Hogli affronte la réserve angevine, à suivre à 18h30 à la patinoire du complexe Arago. Puis dans ce même complexe Arago, rendez-vous de water polo pour la 7e journée du championnat régional. Le water polo lyonnais affronte Saint-Nazaire, coup d'envoi 19h30. Et puis enfin, dernier rendez-vous dimanche matin à partir de 9h, le championnat de Vendée de karaté combat. Ce sera à suivre au Vendée Espace. Un petit point basket, Eurocup Riga contre Roche Vendée. On rappelle 17 points à rattraper pour les Tigresses. On en est où ? Il y avait plus 2 à la mi-temps pour La Roche. Et là, La Roche est à moins 13. Pour l'instant, 60-47. On arrive à la toute fin du 3e quart-temps. Ça semble très mal engagé donc pour La Roche dans ce match retour. Avec toujours, on le rappelle, 6 joueuses professionnelles seulement du côté de La Roche, avec le départ d'une joueuse américaine et la blessure toujours de Louise Preneau. On va pas avoir le temps de vous montrer la bande-annonce, mais sachez qu'à partir de ce vendredi, nouveau numéro de Visage du Sport consacré à 2 boxeuses, Dalia Boitard et Mathilde Groux, spécialistes de boxe thaï au sein du club Sewa Chrome Muay Thai Gym, qui est basé sur 3 sites, au Sable d'Olonne, aux Achars et à Moutier-les-Maufaits. 2 boxeuses qui brillent sur la scène nationale. Donc un Visage du Sport à retrouver à partir de 9h ce vendredi matin. Allez, il nous reste une petite minute pour le quiz. Messieurs, Alexandre nous a concocté quelques questions vélo. Tout le monde peut participer.
Attention, il y a Simon en face de vous. C'est parti, Alexandre. Allez, il va falloir être très rapide, messieurs. Où auront lieu les championnats du monde 2025 de cyclocross? Liévin. Pour Château. Liévin. Liévin, bonne réponse de Nolan. Allez, toutes catégories confondues, quelle nation est la plus titrée sur les championnats du monde de cyclocross? Je dirais la Belgique. Ouais. Belgique, Pays-Bas et France en troisième position. Allez, on parle toujours de ces championnats du monde. Combien de fois Wout van Aert a-t-il été sacré champion du monde? 3. 3 fois. Bonne réponse de Nolan. Allez, une dernière question. Et la dernière question, quel coureur vendéen a terminé le week-end dernier 5ème des championnats de France U17 de cyclocross à Cannes? Alors c'est Bulto son famille, je sais plus c'est quoi son prénom. C'est Lucas Bulto. Bulto. Victoire sans faute. contestation de Nolan Martino sur ce quiz. Merci. Merci messieurs, bonne saison, bonne suite de saison. Merci Simon, merci Benoît, merci Alexandre, que l'on retrouve donc dès lundi matin dans la matinale pour le journal des sports, puis un peu plus tard dans la journée pour 85 chrono. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine.